Bonsoir et bienvenue dans la première édition de l'émission Le Point avec Abou Ammar. Ce rendez-vous débat francophone de la chaîne Blanca TV et de son site d'information Blanca Presse ambitionne de faire un décryptage des événements de l'actualité régionale et nationale au niveau politique, économique, sportif, social, diplomatique, partisan, etc. Et pour cette première, nous avons choisi de faire le bilan de cette rentrée politique qui est marquée cette année par les élections législatives communales, régionales du 8 septembre. Le taux de participation atteint 50,35% des inscrits selon le ministère de l'Intérieur, avec une grande participation au niveau de nos provinces du Sud, 58,3% à la région de Dakhla Ouad Dahab, 63,76% dans la région de Guelmim Ouadnoun et 66,76% à la région de l'Ayoun Saqiya al-Hamra. Le Rassemblement national des indépendants, le RNI, est arrivé premier du scrutin avec 102 sièges, soit une hausse de 65 députés, talonné du PAM qui arrive avec 87 sièges et le Istiqlal avec 81 députés, avec une notable dégringolade du PJD qui rafle seulement 12 sièges. Conformément au texte constitutionnel, le roi a nommé Aziz Akhnouch chef du gouvernement qui a formé une majorité composée de 3 partis. Pour analyser et faire le bilan, j'ai l'honneur de recevoir un historien, l'auteur du livre qui a remporté le prix du livre dans la catégorie des sciences humaines en 2020 du ministère de la Culture, les nationalistes marocains au XXe siècle, 1873 à 1999, mais aussi aux origines de la Koutla démocratique, et j'en passe. Docteur Mostafa Bouaziz, bienvenue. Merci de l'invitation. J'ai aussi le plaisir de recevoir mon confrère Abdessamad Naimi, journaliste et juriste. Bienvenue, même si ça vous change de Rachat Today. C'est vrai. Merci pour l'invitation. Le thème de cette première émission est la rentrée politique, l'heure du bilan, ce qui nous permettra de discuter de plusieurs et différents sujets. Et on commence par le processus électoral avant le vote. Docteur Bouaziz, qu'avez-vous pensé en tant qu'intellectuel de cette campagne électorale, notamment sur la qualité du débat politique ? Au risque de vous décevoir, pour moi, c'est presque un non-événement. Pourquoi ? Nous sommes un certain nombre de citoyens marocains, d'anciens acteurs politiques, culturels et sociaux, qui ayant mis, en fin de compte, le doigt sur la situation difficile et critique du Maroc, quelques années avant ces élections et quelques mois avant la pandémie qui a frappé le monde et le Maroc avec. La situation est une situation grave, à tel point que les organismes d'État, tels que l'Institut royal pour les études stratégiques, le HCP, le Haut Commissariat au Plan, la Banque du Maroc, le Conseil économique et social et les discours du roi Mohamed VI ont signalé durant ces 4 dernières années des difficultés structurelles profondes. À tel point que, dans un des discours du roi, il y a eu cette question qui a surpris beaucoup de monde: où est passée la richesse du Maroc? Et c'est le chef d'État qui pose cette question comme ça. Le Conseil économique et social a fait une étude très très importante et très pertinente et qui montre que le Maroc vit une fracture importante au niveau de la confiance entre l'État et la société. Et comme par hasard, c'est le dernier rapport signé par Nizar Baraka, à l'époque président du Conseil économique et social, et qui dit qu'en fin de compte, ce rapport-là montre, et il a raison, il montre que quoi que l'État fasse, il y a une suspicion du côté des populations. Absence de confiance. Vu l'accumulation, en fin de compte, de toutes les politiques publiques, les différentes politiques publiques durant les 2 dernières décennies, et en fin de compte, l'appauvrissement du Maroc et l'appauvrissement d'un certain nombre de couches sociales importantes. Même au point de se poser la question, est-ce qu'il y a effritement des classes moyennes?
À tel point qu'il y a même discussion sur c'est quoi une classe moyenne. Est-ce que c'est une réalité statistique ou c'est une réalité sociopolitique? Il y avait donc une discussion à ce niveau-là. Bien sûr, l'Institut royal pour les études stratégiques fait des études sérieuses en se basant sur des académiciens nationaux et internationaux. Il a une étude importante sur les valeurs et montre que les valeurs qui existaient au Maroc après l'indépendance se sont effritées. Il reste deux valeurs, seulement deux valeurs. La famille et la religion. C'est toutes les autres valeurs qui existaient par solidarité verticale, solidarité horizontale, et tout cela c'est effrité. Même au niveau de l'image de la monarchie elle-même, elle a été plus ou moins écornée. Et vous avez bien sûr le Haut Commissariat au Plan, avec ses différentes études, etc., qui montrent que, malgré l'avancement fait au niveau des finances publiques sur ce qu'on appelle les fondamentaux d'équilibre fiscaux, etc., le champ de la pauvreté s'est élargi. Il n'y a pas une famille qui n'a pas un problème de caser, entre guillemets, ses enfants après les avoir dépensé pas mal d'argent pour les former, pour avoir des diplômes, des fois même des diplômes pointus. Et le marché du travail ne donne pas de possibilités, d'opportunités à ces jeunes-là. Donc, la majorité des familles marocaines sont touchées par cette crise de l'emploi. Bon, les chiffres, je ne suis pas spécialiste des chiffres, mais je peux vous donner un peu grosso modo le truc. Il y a une arrivée de 320 000 à 350 000 jeunes, toutes catégories confondues, chaque année dans le marché du travail. Et ce qui est généré par l'économie marocaine, par le modèle de développement marocain. 100 000 à 150 000 emplois. Ça, c'est vraiment en étant très, très, très optimiste là-dessus. Donc, vous voyez la situation comment il est. Si on ajoute à cette situation-là la situation régionale, à savoir que la crispation entre le régime marocain et le régime algérien et l'impact de cette crispation au niveau des finances de chaque État et au niveau de l'orientation de l'investissement des deux États, le Maroc et l'Algérie. Vous voyez, d'après les chiffres internationaux, des centres, que ce soit le centre de Londres d'études de guerre et de paix ou le centre de Stockholm, depuis 2014, 53% des achats d'armes de toute l'Afrique confondue, y compris l'Égypte et l'Afrique du Sud, 53% sont entre le Maroc et l'Algérie. Autrement dit, moi en tant que citoyen, à part cette dépense qui n'est pas comprise en fin de compte parce qu'on est en train de perdre la possibilité de développement de chaque pays. Ne parlons pas des deux pays ensemble si on était dans une autre configuration politique et culturelle. À part ça, on est sur une poudrière. Il y a une accumulation d'armes et on est dans une situation difficile. Et le cas de la Libye... On demande davantage les choses. Non, pas seulement il est long. Il est symptomatique. C'est peut-être un modèle où on va. Ça veut dire quand on prend donc ces éléments de fond, on comprend que le roi fasse un discours et dit qu'il nous faut un nouveau modèle de développement et que le roi, malgré les positions conjoncturelles ici ou là, mais la position la plus importante, c'est de dire qu'il y a un problème
un problème de sécurité et de paix, que la sécurité d'Algérie relève de la sécurité du Maroc, malgré les dérapages diplomatiques de celui-là ou de celle-là. Donc vous voyez la situation comment il est. Alors, cette situation, on l'a pesée. Quand on dit « on », c'est-à-dire cette poignée de citoyens marocains patriotes et qui ont peur de l'avenir du pays et de la région, on l'a pris en compte et on a fait un appel. On a fait un appel durant le Covid pour dire que le monde est en train de changer. De nouveaux rapports de force sont en train de s'établir. Et que le monde de demain est en train de naître dans la douleur. Et que ce n'est pas sûr qu'on aurait une bonne position dans ce monde. Pour ne pas être les laissés pour compte, ou les nouveaux esclaves de ce nouveau monde qui se forment devant nous, il faut un sursaut national, donc marocain, et un sursaut maghrébin. Parce qu'on ne peut se positionner dans ce monde qu'en tant que Maghreb. C'est-à-dire en tant qu'un espace important, des possibilités importantes, etc. Et là, il y a un problème. Il y a un problème. Le Maroc et l'Algérie se regardent en chien de faïence. Et Dieu merci qu'en fin de compte, il n'y a pas une décision politique de l'un ou de l'autre d'aller vers la guerre. Mais on alimente une tension qui pourrait déraper. Sans une décision politique. Alors, à partir de là, je termine mon analyse si vous voulez. Donc, à partir de là, nous disons que le Maroc a besoin d'un sursaut. Et que ce sursaut ne pourrait être que commun. Au-delà des divergences idéologiques, au-delà même des divergences politiques au niveau des politiques publiques. Parce que vous savez, toute nation dans l'acception universelle du concept de nation. Toute nation qui se respecte est formée par deux espaces. Il y a un espace du commun, c'est l'espace qui donne la stabilité à une nation donnée, où il y a des valeurs communes, et que tout le monde se sent dans ces valeurs-là. C'est ce qui donne pourquoi je suis marocain, et pourquoi je me sens en commun avec vous, même si vous avez d'autres. Cet espace des communs, c'est l'espace des valeurs, c'est l'espace... On en avait une certaine ébauche, etc. C'est ce que nous appelons le Watan, comme ça, le Watan, il s'est effrité. Et quand je parlais des valeurs qui se sont réduites à deux valeurs, ça veut dire que cet espace du commun est vide. Donc la nécessité, c'est de le construire. Et il y a l'espace de compétition. C'est l'espace des partis, c'est l'espace des politiques publiques, c'est l'espace... Là, il y a une compétition pour se faire. Alors, on s'est dit que la priorité devrait être à cet espace du commun. Et on a espéré que l'occasion de formuler un nouveau modèle de développement soit la possibilité de créer cette dynamique qui va reconstruire la confiance entre l'État et la société, reconstruire l'espace du commun et permettre, justement, quand il y a une compétition, que ça serait une compétition sur une matrice nationale de consensus. Donc, ce qui fait, les élections n'étaient pas, à notre sens, une priorité. Ils auraient pu être reportés, ils auraient pu, pour construire tout ça. Malgré ça, on a dit, c'est pas un problème parce qu'on va nous accuser on est en train de demander une période d'exception, quelque chose comme ça, etc. Et ça se ferait avec le roi. Et on a interpellé la monarchie. Alors quand je dis on, qui c'est on? Ce n'est pas les partis. Parce que l'espace du commun, il est supérieur à la compétition des partis qui relève des politiques publiques. Ça, c'est au-delà des politiques publiques. C'est dans l'espace du commun. Alors, c'est les centres culturels et de pensée, qui sont le centre Ben Saïd Aïtider, le centre, la fondation Bouaibid, la fondation Al-Fassi, la fondation le centre Ben Hassan Al-Ouazzani, la fondation Al-Qadiri, la fondation Ben Barka, etc. C'est 10 centres qui sont loin de la politique quotidienne, mais qui pensent l'avenir du Maroc
et qui sont arrivés à dire que c'est un travail patriotique nécessaire. Ça a été fait avec plusieurs appels, Et quel a été l'appel le plus important? On a demandé à tous les acteurs politiques, et à leur tête la monarchie, que le modèle de développement, que la commission présidée par Ben Moussa produise une plateforme de discussion, pas une décision. Avant que le plan soit institutionnalisé, soit par le roi, soit par le Parlement, que ça serait une copie de discussion. Et que le Maroc passe par une période de débat. 6 mois, une année, etc. Sur la base de ça, de cette discussion, pour s'approprier collectivement l'avenir du pays. Parce que le problème n'est pas un problème de technocrates. Le problème, c'est un problème politique et social. Et qu'il faut que la société et l'État et les acteurs qui représentent et l'État et la société discutent et produisent ensemble quelque chose qui... Et je n'ai qu'à vous donner un exemple. On a le problème du Sahara qui est un problème qui plombe la constitution du Maghreb. Non, justement pour lier avec Ben Moussa. Quand Ben Moussa était président du Conseil économique et social, il a produit un projet de développement des provinces du Sud. Et c'est un projet ambitieux. A-t-il résolu le problème de la question du Sahara? Non. Parce que le problème n'est pas ni économique ni technocrate. C'est un problème politique. Il faut faire une approche. C'est la même chose pour le Maroc. Malheureusement... Pour le reste du Maroc. Pour tout le Maroc. Donc, malheureusement pour nous, donc, on a demandé ça. On ne demande rien. On demandait une période que le Maroc soit en débat. Une période de discussion. C'est un niet qui a été posé parce que la commission Ben Moussa a été avalisée dans la précipitation par le roi, est devenu comme un acte qui encadre tout, y compris les discussions, votre question sur les élections. Les élections sont faites dans ce cadre-là. Donc pour moi, c'est une parenthèse. Ça s'est passé et maintenant on est devant les mêmes problèmes. On est devant la confiance entre l'État et la société est cassée. Il y a une grande cassure, il est toujours là. Le problème de l'emploi est toujours là. Le problème d'accroissement de la richesse est toujours là. Et le problème régional au niveau du Maghreb avec la tension est toujours là. Qu'est-ce qu'on a résolu? Voilà un peu. Par rapport à juste une question pour pouvoir rebondir à ce qu'a dit Dr Bouaziz. Le taux de participation dans nos provinces du Sud a été vraiment très important. Il a été exceptionnel, historique. Quelle analyse faites-vous de cela? Ça veut déjà, la première chose, ça veut déjà dire que le fameux processus d'autodétermination tel qu'il a été voulu par l'ONU, c'est une réalité. Donc techniquement, en termes de droit international, le sujet du Sahara est clos en termes juridiques. Ça veut dire si on avait réellement la capacité de plaider notre cause de manière un peu plus efficace, je crois que le dossier serait réglé après ces élections-là. Je voulais rebondir sur plusieurs choses qu'avait dit le Dr Bouaziz, mais parce que on est d'accord sur le fait que les débats politiques, les débats préélectoraux et électoraux n'ont pas été à la hauteur des enjeux tels qu'ils ont été, tels que le professeur les a désignés. Par contre, je pense que c'est intrinsèque à la démocratie, mais en tout cas à la démocratie libérale, à la démocratie représentative telle qu'on la conçoit, qui est en réalité un nivellement par le bas, qui n'a jamais produit en réalité de très grandes idées. Hein. Les grandes idées sont rarement démocratiques. Et donc forcément, on a été dans une sorte de nivellement par le bas avec des scènes clownesques dans les rues et dans les médias, et avec également des déclarations assez farfelues des acteurs politiques, des hommes politiques, des promesses électorales totalement insensées, etc., etc. Par contre, j'aimerais, avec tout le respect que je dois au professeur, peut-être ne pas adhérer à une certaine vision qui est celle du Maghreb.
Je pense que déjà, le terme Maghreb en tant que centralité géographique, c'est une invention coloniale. Il n'existe une seule centralité étatique en Afrique du Nord, du moins en Afrique du Nord de l'Ouest, c'est le Maroc. L'Algérie est une création coloniale et contrairement à ce qu'on croit, moi je ne vais pas aller dans le discours où je vais mettre dos à dos le Maroc et l'Algérie, dans une sorte d'enfants qui se chamaillent dans la cour de récré. Je pense qu'au contraire, il y a une agression continue de la part de l'État algérien depuis 1962. La guerre au Sahara, comme le professeur a dit que heureusement il n'y a pas eu de guerre, je pense que la guerre au Sahara est une guerre par procuration, et je pense que tout le monde analyse ça comme ça, et que c'est une guerre par procuration contre le Maroc. Donc le Maroc est en état de guerre contre son voisin, et c'est peut-être une guerre silencieuse, une guerre plus froide, hein. Elle s'est réchauffée depuis l'opération Guergueras, mais je pense que le Maroc et l'Algérie, en tout cas l'État actuel algérien ne supportera pas que le Maroc puisse être souverain, et continuera à faire les basses manœuvres de certaines puissances européennes, je pense notamment à l'Allemagne et à l'Espagne. Donc voilà, peut-être qu'il y a un certain désaccord avec la vision géopolitique avec le professeur, donc, mais j'adhère totalement à ce qu'il dit par rapport à tout ce qui est commun, exactement, le bien commun qu'il faut bien sûr entretenir, et bien sûr la question de l'identité. Et ça, c'est important. Et je pense que une bonne partie des intellectuels marocains ont délaissé la question de l'identité. En fait, on parle de valeurs séculaires, la famille, la nation, la patrie. Tout ça, ce sont des valeurs séculaires qui sont en réalité déspiritualisées. En fait, ils ont délaissé le champ de la spiritualité et forcément de l'identité. Et je pense que ce sont deux choses qui partent de pair concernant le Marocain. Le Marocain est à la fois séculaire et à la fois religieux. Et je pense que quand les intellectuels, notre élite, délaissent le champ religieux et le laissent plutôt à certaines franges de l'islam radical, je pense que c'est dangereux. Donc, en fait, j'adhère à ce que dit le professeur. J'ai certains désaccords et certains reproches à lui dire, puisque c'est un ponte intellectuel. Et pas à lui, personnellement, mais à une bonne partie de l'élite intellectuelle marocaine qui est extrêmement performante. Et elle est de classe internationale, d'accord. Mais je pense qu'elle a délaissé un chantier. Et je crois que l'identité, pour parler du commun justement... Parlons du commun, est-ce que vous partagez son point de vue qui dit que les élections, les dernières élections, c'est un non-event? En fait, c'est un peu dur de dire que c'est un non-événement parce qu'il y a quand même une sorte de transition, je veux dire une alternance en fait du pouvoir, ça veut dire que le parti majoritaire était à l'opposition. Voilà, peut-être que si on était resté dans la même configuration politique, je crois que peut-être ce serait réellement un non-événement tel qu'il a été décrit par le professeur, mais il y a eu quand même cette alternance, et une alternance importante parce que je pense qu'aujourd'hui la coalition gouvernementale et l'opposition, même si on n'a pas encore une réelle opposition parlementaire, en tout cas pas structurée, c'est qu'au moins on est dans une logique de rupture entre les champs politiques. Par exemple, quand on a pendant 10 ans un parti qui se revendique, en tout cas qui s'est revendiqué, qui s'est fondé sur le communisme, qui fait une coalition avec un parti d'obédience islamiste, ça brouille les cartes. Ça brouille les cartes et ça brouille l'analyse politique. Aujourd'hui, on a un vrai franc libéral et qui s'assume, qu'on soit d'accord ou pas. Et maintenant, c'est à l'opposition de se structurer. J'espère qu'on en parlera. Du gouvernement, oui. Maintenant, peut-être qu'il faudrait un front de gauche qui soit structuré avec une réelle idéologie, un front islamiste qui soit structuré. Et c'est important pour la dialectique démocratique et la crédibilité du système, en fait. D'accord. Monsieur Bouaziz, vous voulez réagir? Oui, bon, je comprends votre réticence parce que ce qu'on a. Alors, une question à l'historien. Est-ce que l'Algérie est une création coloniale? Non, vous savez, déjà, je ne suis pas d'accord sur la question que le Maghreb est une création coloniale. En revenant à Ibn Khaldoun, on a le Maghreb. C'est loin, le Maghreb. Et cet espace-là était un même espace. On faisait des petites différenciations entre le Maghreb al-Adna, le Maghreb al-Awsat, le Maghreb al-Aqsa. On les faisait comme ça dans ce truc-là, mais c'était un même espace.
Et ce même espace était structuré par une même religiosité. Même imaginaire. C'est le rythme malikite. Il est là, il s'est développé. Il y a des rapprochements de langues importantes, même s'il y a des dialectes, mais il y a un vocabulaire commun, etc. Même l'articulation entre l'arabité et la mazérité s'est faite presque de la même façon. Donc, c'est fait de ce grand espace. Donc, en fin de compte, c'est la colonisation qui a créé les États actuels. L'Algérie, probablement. Non, mais attendez, on ne parle pas. Je parle de... Quand on parle d'une dynastie telle que la dynastie almohade, il était de l'Andalous à Barqa. Mais où se trouvait la centralité? En Libye. Là, si vous voulez, ce qu'on appelle dans l'historicité arabe, ce qu'on pourrait abusivement appeler État, c'est-à-dire une structure qui existe, etc., était en l'actuelle Tunisie et au Maroc, et de l'autre côté en Égypte. Les autres, on les appelle en arabe, c'est des espaces de passage. Exact. Tout à fait. يعني العبور مسافات العبور. Mais cela n'autorise pas, à mon sens, n'autorise pas l'emploi que vous avez formulé, que le Maroc est un État et l'Algérie c'est un État créé parce que même la notion d'État, dans son acception académique, c'est difficile d'appeler ces constructions-là, c'est un système. C'est un système relativement stable au Maroc et en Tunisie, pour comparer que le Maghreb. Mais le degré d'élaboration, que ce soit au Maroc, en Algérie et en Tunisie, exception faite de la Libye parce que c'est vraiment été un espace de passage, il n'y a pas une différence qualitative, c'est une différence de degré. Ouais, c'est une différence seulement de degré. Parce qu'actuellement, quand on parle d'un État dans le sens universel du mot, c'est un État moderne. On n'est pas passé à la modernité dans tout cet espace-là. Donc ces comparaisons-là, ce sont des comparaisons de degrés. Ce n'est pas des comparaisons de... Donc l'intéressant pour nous dans cette approche, c'est justement de prendre ce passé et de voir l'avenir, comment il se fait, et de voir comment pouvoir exister dans le monde de demain. On ne peut pas exister sans l'unité du Maghreb. Alors, au niveau du Maghreb, historiquement, le mot, si vous voulez, c'est un mot qui est né... la France coloniale employait les pays de l'Afrique du Nord. Et n'employait pas le Maghreb. Le Maghreb est né une première fois en tant que quantité. Que terme. En tant que terme. Il est né début des années 30 du XXe siècle par la création d'une revue qui s'appelait la Revue Maghreb à Paris, dont le directeur était le petit-fils de Karl Marx, Jean-Louis Longuet, et dont les rédacteurs, etc., c'était les nationalistes. Du MNLA, les nationalistes algériens, les nationalistes... non, c'est venu après. D'accord. C'est venu après. Mais c'était Loazani, c'était Omar Ben Abdjelil, c'était Balafrèche, c'était... Donc il y a des études faites là-dessus, il y a des livres publiés, etc., avec les mêmes textes qui existaient, etc. Mais c'était donc une ambition culturelle. Elle allait devenir une possibilité politique après la Deuxième Guerre mondiale. Et quand on prend les communiqués des différents partis qui existaient, ils parlaient les peuples de l'Afrique du Nord et les pays de l'Afrique du Nord, où ils signaient Parti de l'Istiqlal, Parti du Doustour, et le PPA algérien, Parti patriotique algérien. En 47-48, il commence à signer Maghreb. Il est né donc à Paris, si vous voulez, comme réalité politique, au-delà de la revue Maghreb des années 30, qui était une ambition culturelle. En même temps, un autre Maghreb est né. Il est né au Caire, au sein de la Ligue arabe. Il portait le nom
du Maghreb arabe. La même année, avec deux visions différentes. D'un côté, on a une vision d'une unité fusionnelle, c'est celle qui venait du Caire, et qui était prise par l'émir Abdelkader, l'émir Abdelkrim, l'émir Abdelkrim al-Khattabi, et une vision fédérale qui était à Paris, où il y avait donc Mazarma, Bourguiba, Ben Barka, etc. Donc, ces deux visions du Maghreb, qui sont nées différentes, travaillent en profondeur maintenant l'espace maghrébin. Et justement, la vision fédérale est une vision, je ne vais pas dire marginale, mais pas prépondérante. Et la vision fusionnelle, c'est la vision importante. Et justement, quand on pense une unité avec une vision fusionnelle, il y a un seul chef. Et c'est là l'origine profonde de la rivalité maroco-algérienne qui va guider le Maghreb demain. Alors que ce qui est posé au niveau pensée, et c'est le défi des intellectuels, c'est de créer cette pensée fédérale et de sortir de ce carcan de l'unité fusionnelle qui nous amène au conflit et de penser le Maghreb. Vous pensez réellement que c'est possible une fédéralité, une fédération entre le Maroc qui est une monarchie avec beaucoup de valeurs traditionnelles, avec des républiques post-coloniales? C'est des États républicains qui se sont formés en contradiction avec la présence. C'est le but du centre. C'est ça. Ça ne pose pas de problème à mon sens, parce que nous sommes dans la mondialisation. C'est quoi la mondialisation? La mondialisation, si on peut parler en tant qu'historien, je ne dis pas que c'est une réalité nouvelle. C'est une troisième ou quatrième forme. Exact. La première forme de mondialisation, c'est la naissance du capitalisme et son développement. Oui, bien sûr. Les Phéniciens, déjà, non, je parle moderne. Ah, d'accord, donc après la révolution industrielle. Moderne. D'accord. La deuxième forme, c'est le mouvement colonial. Colonial, etc. La troisième forme, c'est l'impérialisme. Au-delà de ça. Maintenant, c'est une quatrième forme. Quelles sont les caractéristiques de ces quatrième formes? Deux choses. La première, c'est la liberté totale au capital financier pour traverser toutes les frontières, etc. C'est le capital financier. Et c'est ça, même le capitalisme a changé. Avec ça, en lui donnant tous les pouvoirs sans aucune reddition de comptes, sans aucun contrôle, etc. C'est l'idéologie du néolibéral. C'est un despotisme international qui est fait à partir de ça. La deuxième caractéristique, faire exploser toutes les structures de solidarité, y compris les États nationaux. Du coup, que maintenant, d'où ma question, en fait. Qu'est-ce que la souveraineté? C'est pour ça que comparer les États me paraît, dans ma perspective à moi, secondaire. Pourquoi cette question-là? Parce que je pense que après la chute du mur de Berlin, il y a eu Fukuyama, la fin de l'histoire. C'est-à-dire que les États allaient... Une supercherie intellectuelle. Voilà, exactement. C'est la fin de l'histoire, c'est que en fait, l'humanité va trouver le bonheur absolu dans le libéralisme et dans le libre-échange, etc., etc. Et en fait, on a vécu 20 ans d'unilatéralisme, la fameuse quatrième forme de la mondialisation. Et je pense, par contre, et je ne sais pas si le professeur Baudier sera d'accord avec moi, c'est qu'on est là à la fin de cette séquence-là. Et que paradoxalement, les États, on va dire les États pionniers du néolibéralisme et du libéralisme sont en train d'enclencher la fin même de cette séquence-là. On peut parler de la montée de Trump, ce qu'on appelle le populisme européen, le Brexit, etc. Donc en fait, les États et les peuples se recentrent sur eux-mêmes. Donc, et d'où on va dire beaucoup de mouvements souverainistes qui voient le jour un peu partout en Europe, un peu partout dans le monde, et ça marque en fait la fin de cette séquence-là. Et c'est pour ça que j'ai posé la question. C'est-à-dire que peut-être que le Maroc aujourd'hui doit plutôt épouser cette nouvelle tendance qu'ont aujourd'hui plusieurs peuples, plusieurs États, qui est celle de se recentrer sur eux-mêmes. Vous savez, on parle souvent, on a pris ça à la physique, et surtout la physique nucléaire, mais on l'a généralisé, la masse critique. Il faut avoir une masse critique donnée pour pouvoir impacter le monde actuel. C'est ma conviction profonde que
chaque pays ne peut pas du peser Maghreb à lui seul. Tout seul ne peut ne pas peut pas peser faire. sur. quantité négligeable. En tant que Maghreb, avec les ressources qu'il y a, etc., on a une possibilité d'exister dans le monde de demain. Sinon, on va être les esclaves d'une nouvelle force du monde, etc. Et si on n'a pas cette conscience-là, et qu'on n'arrive pas à la généraliser, pour créer un commun maghrébin, on va vivre dans notre guéguerre Dans son entre-soi. régionale, qu'on croit avoir la souveraineté dessus et qu'on ne l'a pas. On est plus ou moins dirigé, etc. Et on va aller dans des sens différents. Par exemple, je peux vous dire actuellement, bien sûr, moi je ne fais pas une inégalité, une similitude entre le régime algérien et le régime marocain. Il y a des différences. Mais pour moi, c'est des différences de degrés. Non, pas secondaires, de degrés, mais pas des différences qualitatives. Le régime algérien va vers un chaos plus grave que le chaos éventuel où irait le Maroc s'il ne fait pas son sursaut, d'où notre intervention. On dit qu'on a la possibilité, nous, de sortir de là et d'entraîner avec nous les Algériens. Quel est le danger qui existe? C'est une partition possible de l'Algérie. En trois grandes régions. Et c'est une erreur grave au niveau stratégique de croire que si nous, le Maroc, on reste, que l'Algérie se divise. C'est les forces du nouveau monde là, qui est en train de se créer, qui ne peuvent pas laisser les choses aller dans le sens où la junte militaire algérienne, avec ses divergences, parce qu'elle-même n'est pas compacte. Oui, bien sûr, elle n'est pas compacte. Bien sûr. Il y a le clan du FLN, mais maintenant, depuis que la chute de Bouteflika et depuis le Hirak, on va dire l'armée a pris les pleins pouvoirs. C'est plutôt entre la DRS. Non, là, je parle de l'armée elle-même. L'armée elle-même n'est pas compacte. C'est ça. Au sein de l'armée, il y a la tendance russe, il est là, il y a la tendance française, il est là, avec le retour du général Nezar et l'élargissement du général Tawfiq, ça. Et puis il y a la tendance imarati qui était avec le Gaïd Salah avant et qui a une dialectique interne à l'armée algérienne. L'Europe, les États-Unis, etc., s'ils ont plus ou moins contenu et peut-être même provoqué le chaos libyen, le chaos algérien est difficile. Oui, donc, ce qui fait... C'est un pays de 40 millions d'habitants. Oui, c'est pour ça que la partition est possible. Alors nous, au niveau du Maroc, c'est grave pour nous. Et c'est pour ça que la phrase royale de la sécurité algérienne fait partie de la sécurité marocaine. Il faut lui donner tout son sens. Et aller dans ce sens-là, de ne pas tomber dans le piège, y compris ces opérations, ce que vous avez appelé la guerre par procuration, mais c'est des petits trucs là. Ils veulent titiller le Maroc, mais pas provoquer une guerre. Permettez-moi de juste recentrer le débat sur le commun et sur les élections et les dernières élections. Absamad, quelle analyse faire du résultat enregistré par le PJD? Vous avez parlé tout à l'heure d'alternance, qu'il y a eu une alternance entre un parti et un autre. Est-ce que ce résultat-là n'a pas constitué pour le journaliste politique que vous êtes, n'a pas constitué un choc? Ou c'était attendu? Alors, la défaite était attendue. La défaite était attendue. Par contre, une telle dégringolade, c'est une sorte de... Est attendue ou provoquée? Moi, je parle attendu en tant qu'analyste. Moi, je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais voilà. Donc, mais la défaite était attendue et elle était voulue. Ça, c'est une autre histoire, parce que bon, c'est vrai que le PJD avait une sorte d'adversité avec ce qu'on pourrait appeler, ou ce que certains appellent l'état profond, ou le mrazen, ou là, on peut l'appeler comme on veut. Hein, mais de toute façon, le PJD a perdu politiquement. Il a perdu politiquement parce que en 10 ans de règne, il a été, on va dire, il a pactisé avec le libéralisme économique, alors qu'il a fait une campagne sur la justice sociale.
Il est venu, il a tapé le pouvoir d'achat des Marocains, alors que le PJD était venu dans le... il a fait campagne sur les questions de l'État-providence, de la répartition équitable des richesses, etc. etc. alors qu'en réalité, le PJD a été le faire-valoir du Fonds monétaire international en 10 ans. Donc c'est la première défaite du PJD. Parce que le fait de dire que en fait, le problème, c'est que il faut comprendre que le Maroc doit quand même beaucoup à ce parti. Je m'explique. Parce que c'est double alternance, c'est deux alternances, c'est-à-dire celle par laquelle il est venu au pouvoir et celle par laquelle il est parti du pouvoir. Ce sont deux alternances pacifiques qu'on connaît très peu dans le monde arabe. Des alternances pacifiques. Surtout quand les mouvements islamiques sont concernés. Et je crois qu'il y a eu un certain patriotisme, le fait d'accepter la défaite, et le fait on va dire, de faire une sorte d'introspection, c'est ce qu'il est en train de faire en tout cas. Et le Maroc reste redevable au PJD par rapport à ces deux séquences-là, hein, par rapport à celle de 2011 et par rapport à celle de 2021. Après, tout reste une question de sensibilité. Parce que je crois que le PJD a pris toutes les mauvaises décisions les unes après les autres, surtout, et forcément il a perdu toutes sortes de crédibilité, même son électorat historique, qui est celui des classes moyennes, des couches moyennes, on va dire urbaines, ils les ont désertés. Est-ce que le retour de Benkiran peut redresser la barre ou pas? Benkiran, c'est du déjà vu. Je veux dire, oui, c'est quelqu'un qui est... En fait, Benkiran, c'est un animal politique. C'est quelqu'un qui va mettre de l'ambiance, si vous voulez, pour être simple. C'est-à-dire qu'il va faire des sorties médiatiques, ça va, les journalistes comme nous, on va pas s'ennuyer. Après, mais je ne pense pas que ce soit réellement une sorte pas du PJD, ou bien on va dire de ce qui va faciliter le PJD à ce qu'il se régénère, parce que il appartient à l'histoire, Benkiran. D'accord. Maître Bouazizi, donc vous pensez vraiment que cette défaite-là a été voulue, si j'ai bien compris? Oui, il y a eu une préparation même. Il était attendu en 2016. Il était attendu en 2016, mais le PJD avait bien réagi et la mobilisation de l'État, surtout du ministère de l'Intérieur, n'était pas aussi performante que cette période-là, avec l'idée déjà de changer le quotient électoral, avec l'idée de rassembler toutes les élections en un seul jour, et avec tout cela. Il faut qu'on parle du quotient électoral. Comme impact, etc. Et puis, en fin de compte, le plus grand gagnant, à mon sens, de ces élections-là, c'est le ministère de l'Intérieur. Il a pu mobiliser toutes les couches et toutes les personnes qui sont dans les circuits de clientélisme de l'État et qui n'étaient pas toujours bien mobilisés. Là, ils ont été bien mobilisés, bien faits, y compris au Sahara. Parce qu'au Sahara, il y avait toujours cette possibilité-là. La minorité qui se réclame du Polisario était plus active, etc. Alors que la majorité qui était là et qui avait des avantages que beaucoup de Marocains n'ont pas, ne se manifestait pas. Ils se laissaient. Là, il y a eu donc l'intervention du ministère de l'Intérieur avec brio. C'est ce qui a donné et le chiffre de participation et le balancement Donc vous pensez que le ministère de l'Intérieur a voulu que le RNI soit élu? Comment? Vous pensez que le ministère de l'Intérieur, parce qu'en fait, quelque part, c'est un raccourci qu'on pourrait faire après votre... Ça, c'est un raccourci quand vous dites qu'il a voulu réduire le PJD. Ça, c'est une volonté exprimée depuis 2016. Et il y a eu tellement peur que le scénario de 2016 se répète que le paquet a été mis dans ce cas-là. Le RNI ou le Parti de Istiqlal, ça, c'est des détails pour l'État, parce qu'ils relèvent tous du même champ que j'appelle, moi, le mouvement monarchiste, comparé à un mouvement démocratique qui périclite maintenant. Donc, je crois même que l'État, ou l'État profond comme vous l'appelez vous, ne s'attendait pas à cette dégringolade.
Bien sûr, il y a eu donc une addition entre le vote sanction et entre cette intervention, il y avait un interventionnisme important de l'État pour réduire la représentativité des PJD. Au niveau de est-ce que c'était une exception marocaine, je nuance un petit peu ce que vous venez de dire. L'expérience des islamistes participent et puis ne participent pas, etc., était déjà faite en Jordanie plusieurs fois. Donc, vous avez même la majorité du Parlement à un certain moment, etc. Et ça a été frères musulmans. Non, j'ai dit rarement. J'ai pas dit que c'était une exception. J'ai dit que c'est rare dans le cadre des pays arabes. C'est rare. C'est rare. Et même d'une certaine façon. Et puis, je crois qu'il y a un dénominateur commun entre le Maroc et la Jordanie. Et même d'une certaine façon, l'expérience tunusienne, la majorité de la Nahda et puis le Qaïd Sebsi avec la majorité qui a trouvé après, etc. Cela a. C'est des éventualités, des possibilités. Bien sûr, on a devant nous l'exemple égyptien, qui est parce qu'il y a 80 millions de personnes. Exactement, c'est un grand pays. C'est une grande tradition, entre guillemets, d'État, depuis le pharaon. C'est ça. Donc, il faut prendre ça. Mais, à mon sens, la question importante que je crois importante, que je me pose, c'est ce passage, justement, être dans le monde, avec la culture du monde, c'est-à-dire passer d'une société de clientèle telle qu'on l'a maintenant, et de népotisme et tout ce qui va avec une économie de rente, etc., vers une société moderne, etc., demande la création et l'invention commune de notre modernité. On ne va pas importer une modernité. Il faut la créer. C'est notre modernité à nous. Il faut la créer. On fait quelques pas. Et on hésite. Mais les ruptures ne sont pas faites. La dynamique du piétinement. C'est ça, exactement. Ils ne sont pas faites. Si vous voulez que je vous résume un petit peu les trucs, ma pensée, pour qu'on puisse discuter, si vous voulez, là-dessus, la société tout entière, avec les grands courants qui la traversent, hésite. Il y a des seuils qu'on n'arrive pas à dépasser. Les islamistes, puisque nous parlons des islamistes, ils n'arrivent pas à aller vers et à créer un humanisme marocain. C'est-à-dire une véritable séparation entre le religieux et le politique. Et ils l'ont fait au niveau organisationnel. Que ce soit l'Ihsan ou le PJD, ils ont ce qu'ils appellent un cercle doctrinal, etc., da'awi, et un cercle politique. Mais en réalité, c'est dans la culture, c'est imbriqué. Ils n'ont pas fait ça. La mouvance Amazir, qui est une mouvance importante au sein de la société. Elle n'arrive pas à traverser le seuil de la citoyenneté, à sortir de l'opposition amazigh arabe, c'est ça, ethnique, pour aller vers la citoyenneté. Exactement. Et c'est un seuil. Mais parce que c'est un mouvement identitaire, je veux dire. Parce que je crois que c'est d'ailleurs c'est le sens de c'est ce que je vous dis. C'est les deux. De toute façon, c'est les deux. C'est pour. Un mouvement identitaire peut rarement aller dans l'universel, quoi. La mouvance dite démocratique. On parlait de la mouvance démocratique, c'est-à-dire. C'est ce que nous appelons le mouvement national démocratique, non, etc. C'est ça, c'est-à-dire la Koutla démocratique. Plus la gauche. La Koutla est une. Non, mais de l'extrême gauche au parti du Istiqlal. Ils ont une matrice commune entre eux. En réalité, c'est le concept de libération plus que le concept de construction d'État. De démocratie. C'est pour ça que j'appelle plus la mouvance marocaine de libération nationale. C'est ça. Avant, je l'appelais le mouvement national, puis je l'appelais le mouvement national démocratique, mais en réalité, même mouvement, c'est identitaire. C'est la mouvance pour donner la diversité. Et là, un problème avec la démocratie. Avec la démocratisation. La démocratie interne, déjà. Oui, parce qu'ils ne l'appliquent pas. Non, pas seulement interne, et puis au niveau des leaders, au niveau des et vous avez la mouvance, la mouvance monarchiste, qui a un problème avec la légitimité de l'État ou du système marocain. Tout système moderniste, tout système qui est dans le monde actuel, avec les valeurs du monde actuel, la légitimité du système politique vient du système politique lui-même.
et n'est pas à l'extérieur de ce système. Le Maroc, la légitimité est à l'extérieur de ce système. C'est-à-dire, dans la comparaison des légitimités existantes, la légitimité royale est suprême par rapport à toute autre légitimité, surtout la légitimité populaire, qui émane du vote. Cette évolution et je crois que c'est ce qui va garantir la pérennité de la monarchie. Cette évolution de donner la suprématie à la légitimité populaire, tout en donnant une place importante à la légitimité royale, n'a pas été faite, et c'est ce qui amène que la constitution marocaine, les constitutions marocaines sont des constitutions conservatrices à ce niveau-là. Alors ces quatre seuils, légitimité populaire, démocratisation, humanisme, citoyenneté, c'est les seuils qui amènent que les différentes intelligences marocaines, je n'emploie pas le mot élite, les différentes intelligences marocaines sont dans l'antichambre de la modernité. Ils hésitent. Et en hésitant, ils nous créent cette forme, en fin de compte, paradoxale, entre un discours qui emprunte de la à l'universalisme, ces mots, etc. Mais dans la pratique, on a autre chose. C'est-à-dire c'est une modernité formelle, en fait. Ce n'est pas une modernité réelle. Oui, je n'ai pas voulu employer les mots durs tels que les emploient les politiques, c'est un vernis, c'est un truc, etc. Juste pour dire qu'il y a une volonté, il y a une aspiration à changer, à aller vers une modernité marocaine, mais il y a des seuils qui les bloquent et il y a une hésitation. Donc, et c'est pour ça que, pour moi, les élections, comment les analyser? Si on les analyse avec les catégories d'analyse occidentale, on peut faire un peu alternance, majorité, opposition, etc. Et analyser les votes, comment les votes sont faits par... En réalité, pour moi, c'est un exercice formel qui ne correspond pas à la réalité. D'accord. Absamad, le gouvernement est composé de 3 partis. Est-ce que cette majorité-là a été homogène et cohérente idéologiquement et politiquement? Vous avez parlé tout à l'heure d'une majorité libérale. Oui, libérale, je veux dire au sens déjà socio-économique, c'est-à-dire au niveau des orientations, du programme, c'est-à-dire c'est pas une majorité qui va faire beaucoup de concessions sociales, ça c'est clair. Alors peut-être l'Istiqlal, qui est un parti historique, un parti nationaliste, etc., qui peut-être lui est un peu plus conservateur au niveau des mœurs, contrairement au RNI et au PAM, qui eux sont, on va dire plus progressistes sur la question des mœurs, etc. L'Istiqlal, on va dire, est historiquement un peu plus conservateur. Mais on va dire, du point de vue économique, l'Istiqlal, même s'il a fait lui aussi une campagne très à gauche, du point de vue économique, mais on va dire il a ce qu'on appelle c'est un peu comme l'idéologie économique des nationalistes européens, etc. On appelle ça le capitalisme de témoignage. C'est-à-dire que l'Istiqlal est plus libéral, on va dire, par fait plutôt que par conviction. Donc oui, on a je pense une cohérence globale idéologique de ces 3 partis, mais pour autant ça ne veut pas dire que ce n'est pas forcément positif, hein. Je veux dire, ça donne certes plus de pouvoir, mais au nom de quoi et au service de quoi? C'est ça en fait la question qu'il faut poser. Mais Dr Bouaziz, donc puisque le gouvernement se compose de 3 partis, beaucoup de partis se sont trouvés des fois malgré eux dans le rang de l'opposition. Mais quelle opposition politique, au sens politique du terme, quelle opposition face à cette troïka-là qui est composée de... Je vous dis, pour moi, ça vaut ce que ça vaut. Mais plus avec une renaissance de la gauche traditionnelle. Mais c'est un peu surréaliste là, d'approcher le champ politique marocain par ces biais-là. Pourquoi? Le champ politique marocain est dans le sens qu'employait la sociologie critique de Bourdieu,
c'est-à-dire avec des agents, avec un centre, avec une marge, avec des stratégies, avec des cultures politiques, etc. Le champ politique marocain pris par ce prisme-là académique est un champ dont la structure est stable durant des décennies, à savoir que l'acteur principal, c'est la monarchie. Et cet acteur satellise tous les autres acteurs qui sont aux alentours, et ceux qui ne sont pas satellisés sont dans la marge. Ils ne sont pas marginaux, ils sont dans la marge, ils se positionnent dans la marge du champ, comme l'Adl ou l'Ihsan, etc. Et comme l'opposition Tihadi avant. Donc, le travail de changement, un changement vraiment qui mérite ce nom-là, ne va pas seulement au niveau des positionnements. Il va aussi au niveau de changer la structure du champ. Et amener dans ce champ-là que les compétitions soient des compétitions effectives. Et là, ça nécessite que l'acteur principal qui est la monarchie, soit il se déclare comme tel, soit, et c'est ce qui est souhaité, sort de la compétition. Et c'est une autre vision du pouvoir, c'est une autre vision de l'État. Elle n'est pas faite. Il y a une hésitation là-dessus. Il y a une volonté, et puis il y a des reculs, etc. Donc à partir de là, ce champ-là, structuré par l'acteur principal qui est la monarchie, a des périodes d'ouverture et des périodes de fermeture. Dans ces périodes d'ouverture, il balise certains passages pour ceux qui sont dans la marge pour venir vers le centre, mais d'une manière contrôlée. Des fois, on est dans une position de fermeture, et là que les forces qui sont dans son giron, dans sa stratégie, dans sa culture politique, etc. La troïka dont vous parlez, au niveau du RNI et du PAM, il n'y a pas de problème. Ils sont, dès le départ, dans la mouvance monarchiste, etc. Donc, ils sont dans cette stratégie-là. L'Istiqlal était dans une autre... Et c'est pour ça qu'il était dans la Koutla. C'est quoi la différence? La différence, c'est justement un rapport négocié, contractuel avec la monarchie. Et c'est dans tous les textes et dans la pensée d'Alla al-Fassi. C'est la différence. C'est pour ça que conservateur, il faut le détailler. Quand vous dites conservateur, il faut le détailler. Sur ce point-là politique, ils sont plus avancés que les deux autres. Ils sont plus progressistes. Mais l'istiqlal de l'histoire. Bien sûr. Pas l'istiqlal actuel. Moi, j'ai parlé de conservateur sur le niveau sociétal. Ce qui a été fait, c'est justement l'istiqlal actuel de Nizar Baraka. Qui est libéral. Il y avait un soubresaut et un va-et-vient avec l'ancien secrétaire général, malgré tout ce qu'on pourrait penser de lui. Ça se discutait là-dessus. Est-ce qu'il y a un contrat, est-ce qu'il n'y a pas... Là, le Stiqlal n'est plus dans le contrat. Donc, dans ce cas-là, il y a une cohérence. Mais cette cohérence-là, qu'est-ce qu'elle annonce? Elle annonce la fermeture du champ politique. Il est fermé d'en bas par ces élections maîtrisées par le ministère de l'Intérieur. Il est formé d'en haut par la formation de ce gouvernement homogène dans ce sens que la suprématie est royale, les décisions sont royales, etc. Donc on est revenu en deçà des débats de la fin des années 80 et des années 90. C'était quoi la discussion pour changer la Constitution? C'est constitutionnaliser le gouvernement. Que le gouvernement ne soit pas une commission technique des conseils des ministres. Et qu'il a ça a été fait à moitié, mais quand même, il y avait eu des discussions. Maintenant, même si la Constitution de 2011 donne cette possibilité au chef du gouvernement, il y a fermeture du champ d'en haut, et c'est le gouvernement est une commission technique d'application des décisions du Conseil de ministres. Donc c'est en réalité, moi je la nomme comme ça. C'est la fermeture du champ politique d'en bas et d'en haut. Et en fin de compte, son impact social, c'est de réduire toute contestation, de la maîtriser
au moins de la maîtriser et d'étouffer tout ce qui pourrait aller un peu plus loin dans ce sens-là. C'est les choix qui sont faits et c'est les choix de fermeture. D'accord. Pour finir, une dernière question. Absamad, en dehors de la loi des finances, la mesure la plus remarquée de ce nouveau gouvernement est l'adoption d'un pass vaccinal. Est-ce que vous pensez que, c'est aux juristes que je pose cette question, est-ce que c'est une mesure attendue? Il s'agit d'un liberticide. Certains le clament, et en somme, est-ce un problème de communication ou c'est un problème d'ordre juridique? Alors le problème est d'abord juridique, c'est clair, parce que le pass liberticide. Voilà, on peut considérer sur plusieurs points que cette décision-là est anticonstitutionnelle. Mais au-delà de ça, même du point de vue de la pertinence politique, c'est une décision inutile. Aujourd'hui, il n'y avait pas de front anti-vax, anti-pass au Maroc. C'est-à-dire qu'il y avait une adhésion globale de la population marocaine à la campagne de vaccination. Et cette mesure qui a été prise, qui est en réalité une sorte de pression mise sur le citoyen pour qu'il aille se vacciner, pour moi, totalement inutile. Et plus encore, elle a généré un vrai clivage au sein de la société, avec toutes les manipulations possibles qu'on peut avoir avec ce genre de mouvement-là. Et même si le mouvement a été mené par des gens qui ont bien cadré les revendications, etc. Mais on n'est pas à l'abri, de plusieurs manipulations. On l'a vu dans plusieurs mouvements sociaux. Mais ça, c'est pas la question. Mais la question du pass vaccinal, alors comme j'ai dit, il y a réellement un problème juridique. Déjà, il y a un problème juridique par rapport à tout ce qui se passe depuis le début de la pandémie. Le fait que des communiqués gouvernementaux, aujourd'hui, même pas publiés dans le bulletin officiel, prennent effet de loi, c'est un problème, juridiquement. Donc, il y a plusieurs... déjà, il y a l'impertinence juridique et, l'inutilité politique de cette mesure-là. Dans la même veine, Dr Bouaziz, que pensez-vous de l'interdiction d'une députée d'accéder au Parlement? Et est-ce que c'est à l'historien que je pose cette question, y a-t-il un antécédent en la matière d'un député qui a été interdit d'accéder au Parlement? Oui, le cas le plus... c'est Abderrahim Bouaibid. Ah, oui. Abderrahim Bouaibid, dans le Parlement de 77, il s'est présenté à la séance inaugurale en costume. Alors que les services ont demandé que les gens viennent en habit entre guillemets traditionnel marocain, et il a refusé. Et donc, ce qui fait qu'en fin de compte, il a suivi la séance d'ouverture dans le box des invités, pas dans le box, pas dans sa place, dans l'hémicycle, dans sa place. Il y a un effet comme ça. Donc, ça joue le même rôle. Mais, bon, la discussion, c'est en fin de compte, je crois qu'un des organismes d'État a répondu à ça. C'est le Conseil national des droits de l'homme, il a répondu. Je trouve sa réponse pertinente, c'est très bien, à savoir puisqu'on, entre guillemets, on prend ça de l'Europe et de ce qui se passe en Europe, ce qu'il y a, c'est le pass sanitaire. Oui. Ce n'est pas le pass vaccinal. C'est quoi le pass sanitaire? C'est le PCR négatif. Le pass sanitaire, c'est que vous avez le droit de ne pas être vacciné, c'est votre liberté personnelle, mais vous n'avez pas le droit d'amener votre maladie et de la dispatcher là dans des lieux fermés, etc. Donc, prouvez pour rentrer dans des endroits fermés, prouvez que vous êtes sain et sauf. Et ce qui fait qu'en fin de compte, le PCR ou il y a un test un peu moins onéreux que le PCR, c'est l'antigénique, permet en France, moi j'étais à Paris il y a 2 mois, et, devant les grandes places, devant de sorties de métro, etc., il y a des tentes, et vous y allez, en 20 minutes, un quart d'heure, on vous fait un test, et c'est envoyé à un central qui gère tout ça, et on vous envoie le pass. Sauf que ce pass-là, il est valable 72 heures. Et vous payez 30 €. Donc, la députée qui s'est présentée au Parlement avait son PCR. Exactement. Comme quoi il n'est pas malade. Donc ce qui fait, son interdiction n'est ni morale, ni politique, ni productive. Ni même sanitaire. Pour l'État. Ni sanitaire. Ni sanitaire, même pour l'État lui-même.
D'autant plus que le Parlement avant avait pris une décision, le bureau du Parlement avait pris une décision que soit le pass vaccinal, soit la PCR. Mais en fin de compte, il a mis dans le tiroir cette décision-là parce qu'il y avait des décisions qui venaient d'en haut pour ça. Donc voilà une décision qui est malheureuse, maladroite. Je connais des gens qui ont l'interdiction de se vacciner parce qu'ils sont allergiques à la pénicilline et à certains antibiotiques qui sont dans le vaccin. Donc c'est les docteurs qui leur et ils n'ont pas de passe sanitaire. Et là j'en connais un qui ça fait une semaine qui tourne un peu dans on l'envoie d'un endroit à un autre alors qu'on déclare au niveau de la télévision, etc., qu'il y a possibilité de donner une dérogation à ces gens. Il n'est pas donné à ce jour. Ça veut dire, comme ce qui se passe toujours au Maroc, on sort une décision, ou des fois même une loi, et qu'elle peut rester des années sans être appliquée parce que le décret d'application et les modalités d'application ne sont pas là. Et c'est le dysfonctionnement de l'État, et c'est ce qui montre que l'État n'est performant que dans le sécuritaire. À part ça, on est en train d'aller, je ne sais pas vers quoi nous allons. Je ne veux même pas le nommer. Avant, je mettais quand même le mot chaos. Et j'ai toujours cet espoir que ceux qui décident au sein de l'État arrivent à cette conscience que sans le dialogue, un large dialogue, un véritable dialogue, sans des transitions bien négociées et pas précipitées, le Maroc irait peut-être à la catastrophe. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se dit à jeudi prochain avec d'autres invités. On débattra de la loi des finances. Au plaisir. Au revoir. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم وما تنسوش ابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد بلانكا تيفي.